Depuis 2019, Félix Tshisekedi a planté les jalons de la renaissance de la RDC. 5 ans après, le chef de l'État cristallise-t-il un moment de basculement de l'histoire congolaise? La première victoire du président Tshisekedi, du point de vue de sa conquête du cœur des Congolais, c'est le fait d'incarner le changement. Pour un Congo retrouvé, continuons le changement. Le Rwanda, tout comme les officines derrière le Rwanda, ont bien compris, le Congo ne se laissera plus faire. Germain Kambinga, invité de ITW. Nous avons voulu, puisqu'on a un peu plus de temps maintenant, mettre ce temps à contribution pour donner du fond à la réflexion politique. Nous avons donc pris comme sujet la question de la gouvernance et du système politique incarné par le président de la République, que nous connaissons, puisque nous avons travaillé avec le chef de l'État et que nous avions eu déjà des contacts avec lui bien avant sa présidence, et notamment en 2017 déjà. Donc c'est un système politique que nous avons expérimenté et dont nous avons pu voir les points positifs comme les points négatifs, bien sûr. Et nous avons dégagé une intelligence pour constater avec l'ensemble du peuple congolais qu'il y a une dynamique de changement amorcée, incarnée par une espèce de volonté politique assumée par le chef de l'État, et d'ailleurs bien comprise par les populations. C'est quand même 73% de l'électorat congolais qui s'est mobilisé derrière le chef de l'État en 2023. Et il s'agissait pour nous d'apporter des réponses factuelles, mais aussi des réponses structurelles à des questions fondamentales que les uns et les autres pourraient se poser sur le comment notre pays est gouverné, où est-ce que nous allons et quelles sont les perspectives atteignables, disons, à notre portée. Nous partons des faits et de la perception que le peuple a pu avoir de ce qu'ont été les 5 dernières années. Je crois que, en resituant l'histoire, la première victoire du président Tshisekedi, du point de vue de sa conquête du cœur des Congolais, c'est le fait d'incarner le changement en 2018. Lorsqu'il y a ces élections, il y a comme un épuisement du système qui était en place. Le système incarné par le président Kabila et tous ceux qui ont accompagné ce pouvoir, et qui sont d'ailleurs toujours en activité. Et ce n'est pas une question de dédouaner les uns et les autres, c'est une analyse chronologique. Il y a un ressenti du peuple à ce moment-là qui dit « cet homme est l'incarnation du changement ». Donc il y a un chèque en blanc qu'on donne au chef de l'État. Ensuite, il faut constater qu'il a su surfer sur cette vague pour entretenir cette proximité permanente avec la population. Dialogue, adhésion et décision et proximité ont été finalement son mode de gouvernance. Il n'a pas prétendu être un surhomme. Il a voulu montrer qu'il était un Congolais comme les autres. Il essayait. Quand ça ne marchait pas, il tentait autre chose. Et il expliquait aux Congolais qu'il n'y a pas de perfection et il n'y a qu'une volonté. Lorsqu'elle est totalement engagée et collective, elle peut nous amener à réussir certaines choses. Les Congolais ont pu voir que sur le plan politique, institutionnel, on a eu des évolutions, on a eu une amorce d'évolution. La question de la justice, par exemple, les nombreuses arrestations au plus haut niveau ont démontré que la justice, avec ce nouveau régime, avait dorénavant les coups des franches pour s'amender et se mettre au diapason des espérances qui reposent sur elle, parce que sans justice, on ne peut pas avancer. Et lorsque le président de la République, dans l'équidistance qui doit être la sienne vis-à-vis des institutions dites indépendantes, dit qu'elle est malade, c'est en fait une interpellation pour dire « moi, je vous ai donné votre liberté, vous avez les instruments pour incarner cette indépendance, mais jusque-là, vous restez encore enfermés dans les atavismes et les tares du passé. Avancez, assumez votre indépendance, soyez une justice réellement impartiale et qui rende du mieux qu'il est possible la justice. Ça veut dire de bonnes investigations, ne pas chercher à humilier les individus et faire en sorte que le temps de la justice soit le temps de la justice, pas le temps des médias et des réseaux sociaux.
Voilà, en réalité, la situation dans laquelle on est sur le plan institutionnel. Des évolutions notables ont été faites sur le plan politique. Les élections que nous avons eues. Savez-vous que c'est la première fois qu'on ait des élections à date échue? Ça veut dire, à la date prévue par la Constitution, pas un jour de plus, nous avons eu des élections. Les délais de publication ont été réduits. Le délai de traitement des dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle a été réduit. Les publications ont pu se faire avant la rentrée parlementaire. Ce sont des évolutions. Il ne s'agit pas ici de confondre évolution, amélioration et la finitude d'un processus qui, en réalité, est tout le temps perfectible. C'est la petite différence à voir. C'est de dire, on fait un peu mieux qu'avant. Et cette volonté est incarnée, donc on peut encore faire davantage. Sur le plan économique, la même chose, et financier. L'augmentation du budget de l'État. Aujourd'hui, on stagne à 10 milliards lorsque ça ne va pas, comme en 2023, alors qu'avant, on stagnait à 3,5 milliards, et lorsque ça allait, on était à 5 milliards. Là, on dit que ça ne va pas en 2023 parce qu'on a fait 10 milliards. Et qu'en 2022, on avait fait 12-13 milliards, qu'on attendait 14 milliards. Ça veut dire que même à ce niveau, il y a des évolutions. La croissance a été maintenue. Des grands chantiers ont été ouverts. Le projet de 145 territoires. Sur le plan social, la couverture universelle de santé, projet en finalisation. L'intuition première qui accompagne cela, c'est la mise en œuvre d'une vision sociale, incarnée aujourd'hui notamment par la gratuité de la maternité, qui démontre qu'on est en train d'aller vers cela. La gratuité de l'enseignement. C'est un grand projet de civilisation qui répond à une question très simple, c'est que voulons-nous faire du Congo de demain? Le Congo de demain, c'est un Congo qui doit se développer. Mais si vous voulez vous développer, il faut des hommes et des femmes qui ont des qualifications. Jean Baudin disait, il n'est de richesse que d'hommes. Donc, il y a une série d'actions comme ça. Prenez la guerre, à l'Est également. La virilité avec laquelle cette problématique est assumée. Et qui fait qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le Rwanda, tout comme les officines derrière le Rwanda, ont bien compris qu'il s'agisse de l'objectif géopolitique d'hégémonie, ou qu'il s'agisse de la question stratégique et géoéconomique des ressources, le Congo ne se laissera plus faire. Notre territoire n'acceptera aucune balkanisation et notre richesse ne seront plus jamais utilisées tranquillement par le Rwanda comme un hub international d'une mafia organisée pour que nos richesses, par ce raccordement frauduleux, puissent servir au marché international. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. On a la virilité avec laquelle le chef de l'État posait la problématique. Si nous ajoutons l'évolution de l'aspect militaire avec la loi de programmation militaire et la hausse du budget qui va passer à 1 milliard, nous avons un ensemble de réalisations donc sur le plan socio-économique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et même sur le plan diplomatique qui démontrent qu'il y a des jalons qui sont placés et qui doivent être accompagnés dans la durée pour permettre à la République démocratique du Congo de se reformer et d'être au diapason de ses réelles capacités au service de l'universel. Ça veut dire une nation forte au cœur de l'Afrique qui sera le moteur du décollage de ce continent. Je pense que nous sommes dans une démocratie, c'est le choix que nous avons opéré. Nous avons dit, pour nous développer, nous allons faire de la démocratie. Et là, ça suppose qu'effectivement, qu'il y ait d'un côté de l'action, des réalisations par le pouvoir qui doit rester figé et concentré sur les objectifs parce qu'ils ont cette légitimité, et de l'autre côté, une opposition qui doit, elle, de manière démocratique, dans le respect des règles démocratiques, s'opposer, accompagner les aspirations du peuple qui sont infinies et qui n'ont pas de finitude, qui sont quasi illimitées. Lorsque vous aurez donné de l'eau à tout le peuple congolais, sachez qu'il y a un autre besoin qui naîtra. Sinon alors, on n'aurait pas besoin de succession de régimes dans les pays dits développés. Donc c'est tout à fait normal. Il faut le prendre sportivement et se mettre en capacité d'apporter des réponses chaque fois qu'il y a des interrogations. Vous savez, moi, la première fois que j'ai rencontré le président de la République, je pense en tête-à-tête, je veux dire, c'est en 2017. Je venais de créer mon mouvement politique qui s'appelait Le Centre. C'est un très très jeune mouvement qui faisait beaucoup de communication. Il y avait une conférence de la SADC au niveau de l'hôtel Béatrice qui réunissait les groupes politiques de la majorité de l'opposition et
ils avaient fait venir le centre, dont j'étais le président, qui venait d'être créé. À cette époque, le chef de l'État, c'est le tout-puissant président du Rassemblement. Donc il arrive avec toute l'opposition derrière lui, et à la pause, en dehors de tout protocole, il est venu vers moi, le chef de l'État, pour me dire comment ça va, Germain. J'ai dit, monsieur le président, je vais très bien. Et puis, il a ouvert le débat pour dire, je voulais comprendre ton histoire, le centre, c'est quoi? On a échangé, ce n'était pas ses convictions. Lui, c'est le chef d'un groupe politique plutôt radical, qui est l'UDPS, et le chef de l'opposition. Donc il ne comprenait pas le positionnement centriste, quelle était sa pertinence en RDC. On a eu un long débat qui a fait que tout le monde est venu autour de nous, parce que lui, qui cristallisait les attentions, a eu la modestie de venir vers un jeune frère, et avec qui il a passé la soirée. Il n'était pas encore président de la République à ce moment-là. Et nous nous sommes retrouvés au gouvernement de la République, et ça n'a pas changé. Il est resté cet homme dynamique, volontaire, qui donne une chance aux idées. C'est ça le président Félix Tshisekedi que moi je connais, que j'ai expérimenté. Vous avez une idée? Dès que vous dites quel est l'intérêt du peuple congolais, s'il est convaincu de la pertinence, il vous donnera les moyens de votre action. C'est un homme pour qui la force performative de la parole, de la vision, supplante les contraintes du pessimisme technocratique. Tout est possible si nous y mettons de la volonté. Voilà comment fonctionne le président Tshisekedi que je connais. Donc, pour moi, c'est un profond humaniste, un homme du social, qui a comme leitmotiv la volonté dans l'exercice du pouvoir comme moteur du changement. Voilà ce que moi je peux faire comme porteur robot. Et ça part de l'expérience personnelle que j'ai du personnage. Donc, et de toute façon, je pense que les Congolais l'ont bien compris, l'ont bien étudié, l'ont bien vu. C'est un homme qui, je vous donne une autre anecdote, qui est profondément humain en réalité. Ça, les Congolais l'ont perçu. Vous savez, une fois, en 2020, si je ne me trompe pas, nous étions en Conseil des ministres, dans le cadre du gouvernement Ilunkamba FCCK, présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous sommes rentrés en Conseil des ministres à 13h. Nous sommes sortis de là vers 22h. Chacun est rentré chez lui. Je regarde mon téléphone vers 1h, 2h du matin, même juste après le Conseil des ministres, le chef de l'État est à un mariage. Donc il va en fait, en dehors de ses fonctions publiques, honorer de sa présence un Congolais qu'il avait invité. Ah, je me suis dit, dis donc, il a de l'énergie, le gars, quand même. Hein. C'est vraiment comme ça que je me suis dit, parce que vous imaginez, on est rentré à 13h, on sort du Conseil des ministres à 22h, vous n'avez qu'une seule envie, c'est vous reposer. Non, 2-3 heures après, le chef de l'État est allé honorer un Congolais à un mariage. Je me suis endormi. Je me réveille à 9h du matin, je vais au bureau, je regarde mon téléphone, je regarde un peu l'évolution de l'actualité, je vois le chef de l'État en audience chez le président Lourençao d'Angola. Regardez, hein, il est en audience. Il est à un mariage, et avant il avait le Conseil des ministres. Je dis, oh là là, quelle énergie. Je travaille, et à 17h, 18h, je rentre à la maison. Je regarde la télévision à 20h, ou plutôt vers 18h, 19h, je rentre. 20h, je regarde la télévision, et je vois qu'à 17h, le chef de l'État a dirigé un conseil de sécurité nationale, avec les chefs des institutions. Donc c'est pour dire que malgré les charges publiques, entre le Conseil des ministres, la visite à son homologue angolais et le Conseil de sécurité, il a pris le temps, malgré la fatigue, d'aller honorer un Congolais. C'est ça le visage humain dont on parle. Et ce qui est bien également, c'est que là, tout ce que le chef de l'État fait, en règle générale, si vous analysez ce qu'il disait avant d'être président, et quand il est devenu, vous allez voir pour l'essentiel, c'est des choses qu'il avait déjà dites. Comment je vais me comporter avec des amis, s'ils sont indélicats, vis-à-vis des responsabilités d'État. Comment
je vais rester proche des gens, comment je vais faire l'effort de ne pas me laisser dépasser par le pouvoir, garder la proximité avec ma famille, avec mes amis, avec les proches. Est-ce qu'il ne l'a pas dit? Il l'avait dit. Donc, c'est en cela que nous parlons d'un président à visage humain. Et c'était une vie de sacrifice qui marque forcément l'homme. Et d'ailleurs, j'en parle dans l'ouvrage. J'explique comment toutes ces péripéties ont forgé le caractère du chef de l'État, les exils, les sorties clandestines du pays, les réadaptations dans d'autres environnements. Et l'engagement qui est le sien, toute sa vie, il n'a fait que ça. Vous vous souvenez de l'image du président de la République dans les années 90, tout au début, se battant à l'aéroport pour défendre, avec d'autres militants de l'UDPS, le président de l'UDPS qui devait se rendre au Zaïre à l'époque. Vous voyez cette image célèbre sur Internet où il se bat. C'est la construction du personnage militant. D'abord, il est d'abord militant, engagé dans la lutte comme tous les autres militants. Ils se battent à l'aéroport pour défendre le leader, parce que c'était un peu ça l'opposition radicale. Il se bat avec tout le monde, il ne fouille pas le combat. Sa chemise est déchirée lui aussi. Il est militant à cette époque-là. Après, il devient haut cadre. Il fait le cheminement logique dans le parti. Il est militant, il devient haut cadre. Secrétaire national chargé des relations extérieures. Ce qui lui permet de gérer de grands dossiers, présenter le projet alternatif du parti, la crédibilité de leur démarche à l'extérieur, pendant des années, jusqu'à ce qu'il devienne président. Au décès du président national de l'UDPS. Donc on voit très bien qu'il est aux côtés du père, imprégné de la lutte, et cela construit le caractère. Et ça se voit dans sa façon de gouverner. Il y a toujours ce côté, lui, sympathique, souriant, attachant, homme du peuple, mais il y a toujours ce fond d'intransigeance tshisekédiste qui fait que face à l'intérêt public, à l'intérêt de l'État, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien qui compte, sinon que le peuple d'abord. Nous avons parlé de la justice précédemment. Avions-nous refusé jusque-là, avons-nous refusé jusque-là de voir la réalité de ce qui se passe? Lorsque des hautes personnalités d'État proches du chef de l'État sont arrêtées, quel est le message qui est lancé? C'est que personne ne peut être au-dessus de la loi. Le combat du père a toujours été un État de droit, et le fils, dans cette fonction, avec sa sensibilité, essaye d'appliquer ce qui a été l'ADN de sa formation politique, du mieux qu'il peut, eu égard aux contraintes et aux réalités qu'on rencontre lorsqu'on prend un pouvoir qui vous arrive avec un passif, tout comme avec un actif. Donc, le lien, la filiation idéologique et politique se voit par le cheminement que nous venons de tracer, la logique des actions qui sont posées, et on comprend bien qu'il y a un souci derrière, comme une obsession même, d'être en permanence dans une logique de fidélité par rapport au combat qui est la construction du personnage. Le combat, c'est le combat de Tshisekedi le père, le combat du DPS, qui doit se traduire aujourd'hui par la qualité de la gouvernance. Et ça, c'est la confrontation entre l'idéal et la réalité. Et c'est à cet exercice-là que le président de la République est confronté, et nous espérons que de plus en plus, le gap qu'il y a entre l'idéal et la réalité sera comblé à travers les actions qu'il mène et qui méritent l'accompagnement de tous. Et c'est une question de patriotisme aussi, de notre point de vue. La ligne politique du chef de l'État, c'est une ligne politique qui ne peut épouser que la réelle politique. Ça veut dire l'analyse des rapports de force qui existent dans l'espace politique interne. J'apporte du changement, mais à quelles conditions? Parce qu'il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Le microcosme politique congolais, le macrocosme sociétal congolais sont des écosystèmes fragiles. Si vous poussez trop,
vous n'atteignez pas le résultat. Si vous ne poussez pas assez, vous n'atteignez pas le résultat. La recherche ici pour le chef de l'État est celui d'un équilibre optimal entre les intérêts divergents de toutes les parties, d'abord au niveau interne, mais ce même équilibre de réel politique qu'il doit mettre en œuvre s'applique aussi dans le jeu des relations de dépendance et d'indépendance de la RDC vis-à-vis de l'extérieur, pour établir, une fois encore à ce niveau, un équilibre d'interdépendance, en sachant que nous donnons ceci, nous prenons cela chez les autres, et eux également font la même analyse et mettent en œuvre la même équation. Donc, il ne peut pas être dans une rigidité dogmatique, il est obligé de faire de la réelle politique. Il faut faire de la bonne politique si on veut qu'il y ait de la bonne économie, et que c'est de la bonne économie que naîtra la possibilité d'avoir les moyens pour la mise en œuvre des politiques publiques capables de développer le pays et d'offrir un bien-être collectif. La bonne politique, c'est quoi? C'est qu'il faut réfléchir en tant que nation pour mettre sur pied le système le mieux adapté à nos réalités et qui puisse nous permettre d'atteindre le développement. Le Japon a une démocratie à la japonaise. Les Anglais ont une démocratie britannique spécifique. D'ailleurs, ils n'ont pas de constitution. Les États-Unis ont une démocratie typiquement américaine. Elle est bipartite, plutocratique. La démocratie française est une démocratie spécifique, elle est élitiste. La démocratie belge, elle est spécifique, elle est patrimoniale. La démocratie helvétique, elle est spécifique, elle est populaire. Ça veut dire qu'il faut trouver quel est le modèle d'organisation sociétale qui peut permettre à notre pays d'atteindre les cimes du développement. Ça veut dire travailler sur les institutions et leur capacité d'organiser des externalités à même d'offrir des conditions de mise en œuvre de politiques économiques et des politiques publiques capables d'apporter le bien-être à l'ensemble des Congolais et de faire prospérer la nation. Voilà, en réalité, l'équation sur laquelle doit se reposer la vision de moyen et long terme du chef de l'État. Parce que les questions de développement ne sont jamais, alors jamais, des questions de court terme. Tous ceux qui sont des analystes des questions de développement le savent. Ce sont des processus longs qui nécessitent de la cohérence. Il ne faut pas les simplifier pour des raisons de populisme politique. Donc il faut trouver tous ces agencements et toutes ces mécaniques si on veut espérer que demain, la République démocratique du Congo puisse être une nation développée, d'abord émergente, ensuite développée. Comme ont pu l'être des nations comme nous les voyons au niveau des dragons asiatiques, Corée du Sud, Taïwan et autres. Nous disons ceci, que le président de la République est dans une position historique. Il a l'occasion d'inscrire définitivement son nom dans l'histoire de ce pays et être cité par la postérité. Pourquoi je le dis? Parce que jamais dans ce pays, un président de la République n'a eu autant de légitimité. 73%. Il a brisé et enjambé les clivages traditionnels. Il n'y a plus d'Ouest, il n'y a plus d'Est, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de province. Tout le monde a voté pour le président de la République, à qui on a donné une mission, terminer la guerre. Première raison. Ça, c'est la raison. Maintenant, il y a les actions qui doivent être posées par le chef de l'État. Ce sont ces actions qui lui permettront de rentrer dans l'histoire. Quelles sont-elles? Bien sûr, il faut terminer la guerre. Mais moi, je pense qu'il faut faire plus que ça. Vous avez la popularité, Monsieur le Président de la République, et la légitimité. Et vous avez surtout la possibilité de vous mettre au-delà des contingences politiques, puisque c'est votre dernier mandat. Le Président de la République fait son dernier mandat. Mais de l'autre côté, il a une forte légitimité. Quel cadeau peut-il laisser à la postérité? Ce sont des réformes radicales, d'abord constitutionnelles, à mon avis, et sur le fonctionnement de l'État. Constitutionnel parce que si on n'a pas les institutions qui sont adaptées à nos réalités, à nos besoins de développement,
on sera dans une réédition de ce que nous critiquons nous-mêmes. Einstein disait, répéter la même chose, espérer des résultats différents, c'est ce qu'on appelle la folie. Vous ne pouvez pas vous plaindre des gens qui mettent leurs enfants, des partis qui appartiennent à des familles, et de ce qui vous semble irrégulier dans le mode de comptage des voix par la CENI pour les députés nationaux, provinciaux et tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas dire ça en permanence et penser que ça va changer par un coup de baguette magique s'il n'y a pas de réforme. Première chose. Ensuite, vous ne pouvez pas vous développer si vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire pour vous développer et qu'il faut faire plus que ce que vous faites pour vous développer et que le développement ne peut jamais être une génération spontanée. Beaucoup de travail, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, les compétences mobilisées, voilà la clé. Et tout cela, c'est des réformes. Vous ne pouvez pas vous développer si le temps, vous pensez en faire un allié. Le temps est un ennemi permanent. Il faut le considérer comme un ennemi, parce que le temps qui passe ne revient pas. Et on n'a pas le temps. Il faut beaucoup travailler, il faut une révolution du travail, une révolution de la compétence, et diminuer l'importance de la récompense politique. Voilà les clés qui peuvent permettre au chef de l'État de rentrer dans l'histoire, définitivement, d'autant plus qu'il a son dernier mandat. Donc il peut offrir cela à la postérité et aux nouvelles générations. Et c'est ce que je dis dans les conclusions de cet ouvrage. Dans les circonstances actuelles, je l'ai dit dans le cadre électoral. J'ai analysé les candidatures, j'ai analysé le point de départ. En tant qu'économiste, je ne voyais pas pourquoi il fallait couper cet élan. D'autant plus que nous ne sommes pas encore outillés pour faire... nos structures ne sont pas outillées pour faire ce qu'on appelle traditionnellement la mise en œuvre des politiques de continuité de l'État. On a la gratuité de l'enseignement qui est mise en œuvre. On a la réforme de l'armée avec la loi de programmation militaire. On a la mise en œuvre du gigantesque projet des 145 territoires. On a le projet de la gratuité de l'enseignement. Pourquoi arrêter ce processus? Parce que nous savons très bien que si le président Félix Tshisekedi n'avait pas gagné, tous ces projets ne seraient plus des priorités. Parce qu'il en va ainsi des pays sous-développés, il en va ici des réalités congolaises. Il m'a semblé que, plutôt que de tâtonner, puisque les jalons étaient posés, il fallait permettre à tout cela d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire en 2028, à la fin du mandat. Ainsi, il aura eu 10 ans pour implémenter l'essentiel des projets et des programmes qui sont la manifestation réifiée, si vous voulez, de sa vision. 10 ans, c'est largement suffisant pour mettre sur le rail l'essentiel des projets et les amener à un niveau de non-retour. C'est pour ça qu'à ce moment précis de l'histoire de notre pays, il ne me semblait pas opportun d'opérer ce jeu de chaises musicales. L'enjeu ici ne pouvait pas être le « au toi que je m'y mette » ou « c'est notre tour ». La République, ce n'est pas un manège de foire foraine où chacun monte sur le cheval quand c'est son tour. Non. La République, c'est au mieux en démocratie. Vous savez, John Stuart Mill disait que la démocratie, c'est le gouvernement de la concertation. Moi, je prolonge son raisonnement, c'est dire, c'est le gouvernement du relais même. Ça veut dire, c'est plus une course de relais. Vous laissez l'athlète finir sa course et il passe le relais. Quand il passe le relais, il passe à un autre qui prolonge. C'était cela notre conviction lorsque nous avions dit cela. La politique, elle doit se faire pour le peuple, elle se fait pour le peuple. Quand on dit président à visage humain, quand on dit humaniste, quand on dit mise en œuvre de projets structurants, quand on dit réalisation de projets de civilisation, l'éducation gratuite, c'est un projet de civilisation, parce qu'il a vocation à modifier totalement, dans les années à venir, la structure de l'organisation de notre société. On veut se développer, il faut des gens qui sont formés. Pour l'instant, la gratuité
est dans sa phase quantitative. Il faut permettre à cette gratuité d'aller dans sa phase qualitative. La qualité ici, c'est la qualité des enseignements, c'est la qualité des enseignants. Dans la qualité des enseignements, il y a les infrastructures d'enseignement, il y a les programmes d'enseignement, il y a la stratification de ces programmes, il y a les curricula donc derrière. Donc, et la formation des enseignants, c'est faire en sorte que ceux qui existent se perfectionnent, qu'ils arrêtent de transmettre leurs insuffisances aux enfants, que ceux qui ne sont pas encore enseignants, qu'il y en ait de plus en plus. Vous savez que dans certains pays comme Singapour, les enseignants font partie des fonctionnaires les mieux payés. Donc, c'est une révolution qui est amorcée. C'est une réforme civilisationnelle. Donc c'est pour le peuple que tout cela est fait. Accompagnons cela jusqu'au bout. Arrêtons de penser à nous. Pensons peuple, c'est ça le peuple. Un peuple bien formé, un peuple bien éduqué. C'est l'armée du développement dont le Congo a besoin.